Mishawaka, Indiana, une ville paisible à quelques heures au nord d'Indianapolis. C'est une communauté tranquille et très calme. Une belle rivière traverse la ville. Les homicides sont très rares. Il n'y en a pas plus d'un ou deux par année à Mishawaka. I need an ambulance right away. What's the problem? I come home, my sister's passed out. I turned her over, her face is crushed on the ground. You still breathing? No. All right, I'll send somebody right out. À leur arrivée, les premiers répondants constatent que Teresa Burns, 16 ans, est déjà morte. L'enquêteur Craig Whitfield se voit confier la responsabilité de trouver son tueur. Quand je suis arrivé, les voisins étaient tous bouche bée, parce qu'il n'y avait jamais de drame à Mishawaka. Je suis entré dans la maison. Devant moi, il y avait une porte qui donnait sur la cuisine. Il y avait un escalier qui menait à l'étage. La victime était couchée par terre. Sur le ventre, son visage était couvert de sang. Elle avait été tuée par balle. C'était une scène horrible. Teresa était brillante. Elle voulait devenir enseignante. C'était une petite fille mignonne qui s'était épanouie à 16 ans. J'avais une très bonne relation avec ma sœur. Elle était affectueuse et attentionnée. C'était atroce. C'était de loin le pire jour de ma vie. Pour élucider le meurtre, les enquêteurs doivent remonter le temps et reconstituer les dernières heures de la jeune vie de Teresa, à partir du moment où son corps a été découvert. Steve Burns est arrivé à 17h15. Dès que j'ai ouvert la porte, le téléphone a sonné. C'était mon frère, Tony. Il était en 2e année à l'époque. Son petit frère voulait savoir s'il pouvait aller le voir, et Steve lui a dit « bien sûr ». Ensuite, il a raccroché. J'ai vu ma sœur, à côté de moi, couchée par terre. Au départ, je croyais qu'elle me faisait une blague, alors je lui ai donné une petite poussée. « Teresa, je t'ai vu, relève-toi. » Elle n'a pas bougé. Je me suis agenouillé et en la roulant sur le côté, j'ai remarqué une grosse mare de sang qui provenait de son corps. Il a compris que ce n'était pas une blague et qu'elle était morte. Il a appelé la police. Quelques minutes plus tard, ma mère est arrivée. Je ne voulais pas que ce soit un policier, quelqu'un que ma mère ne connaissait pas, qui lui annonce que ma sœur était morte. Ma mère s'est mise à crier et à pleurer. Elle a failli s'effondrer. À partir de ce moment, mes souvenirs sont un peu brouillés.
Teresa Burns était une adolescente typique. Elle sortait avec les garçons et elle agissait comme une fille de 16 ans. Rien n'indiquait qu'elle était une enfant rebelle. Tout le monde disait que c'était une bonne amie, une gentille personne. J'ai appris que la mère de Teresa avait reçu un appel de l'école vers 10 heures ce jour-là pour l'informer que Teresa devait aller changer de vêtements. Teresa avait pris l'autobus vers 10h15. Elle était arrivée chez elle vers 10h30. Puis vers 17h15, Steve était rentré et l'avait trouvée. Il y avait une plage de quelques heures durant laquelle elle avait été tuée. Mais elle avait du sang séché sur le visage. Alors c'était évident qu'elle était morte depuis un moment. L'enquêteur Whitfield examine la scène à la recherche d'indices concernant le tueur. On a fouillé tout le périmètre de la maison. Il n'y avait pas de signe d'entrée par effraction. Soit la victime avait invité le tueur à entrer, soit il était passé par une porte déverrouillée. Teresa était à moitié nue. Son soutien-gorge était remonté. Son pantalon avait été arraché et jeté dans la cuisine, et sa culotte était baissée jusqu'aux chevilles. En voyant la scène, on s'est dit que c'était sans doute un crime sexuel qui avait mal tourné. Est-ce que le coupable avait été interrompu? Ou est-ce qu'il avait changé d'idée? On ne le savait pas. Par contre, on a trouvé une tige d'éjection qui provenait d'une petite arme de poing. Elle était tombée quand le meurtrier avait tiré. Je n'avais jamais vu une arme perdre sa tige d'éjection de cette façon. La tige d'éjection d'un revolver est insérée dans le barillet pour éviter qu'il s'ouvre. C'était un bon indicateur du type d'arme utilisée, parce que les tiges d'éjection sont des pièces relativement rares. Un tel objet trouvé sur une scène de crime nous indique que le responsable est parti en vitesse ou qu'il n'a pas remarqué que la pièce était tombée. C'était un indice qu'on avait tenu secret. Je n'en avais pas parlé aux médias. Je m'étais dit que si le coupable apprenait qu'on avait trouvé un morceau de son arme sur la scène de crime, il allait tout faire pour s'en débarrasser. On a extrait les balles du corps de Teresa pour tenter de déterminer le type d'arme utilisée. D'après l'information dont on disposait, on croyait qu'il s'agissait d'un revolver de type RG-10. Ce sont des armes bon marché et de mauvaise qualité. Ces balles sont très petites, 5,5 mm ou moins. Elle avait reçu 4 balles au visage. C'était révélateur. Si le meurtrier avait été un inconnu, il aurait tiré une seule fois. 4 balles, c'était une affaire personnelle. J'en ai déduit que le tueur la connaissait bien. Dans toutes les enquêtes, on commence par les proches et ensuite on élargit notre champ de recherche. On ne doit pas mettre des œillères et laisser partir quelqu'un en raison de son statut ou de son lien avec la victime. Son frère Steve Burns l'avait trouvée morte sur le plancher. Il fallait qu'on vérifie sa version des faits. Il y a beaucoup plus d'homicides familiaux que d'homicides commis par des étrangers. La plupart du temps, les membres de la famille sont automatiquement des suspects. La police doit vérifier si l'un d'entre eux n'est pas en conflit avec les autres. L'une des choses que Steve avait faites cet après-midi-là nous paraissait louche. De l'entrée, on pouvait voir le corps par terre. Il avait dû passer juste à côté d'elle pour aller répondre au téléphone dans la cuisine.
À cause de ce détail, on se demandait si Steve n'était pas impliqué d'une façon ou d'une autre dans cette affaire. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelques heures après le meurtre brutal de Teresa Burns, les enquêteurs tournent leur attention vers son frère, Steven. J'avais 18 ans. Et quand j'ai su que j'étais un suspect, j'étais terrifié. Je ne savais pas pourquoi on me soupçonnait. Je ne comprenais pas. On a fait faire à Steve un test du polygraphe. Pendant le test du polygraphe, les choses ont vite dégénéré. Ils lui ont demandé s'il savait quoi que ce soit sur la mort de sa sœur, s'il était présent quand elle est morte, et s'il était responsable de son meurtre. J'étais terrifié. Ils m'ont demandé si je m'étais disputé avec ma sœur, si je l'avais menacée. Ils essayaient de me faire dire des choses qui n'étaient pas vraies. Je ne pouvais rien leur dire d'autre que ce que je savais. Je leur ai dit avec assurance que non, je n'avais pas tué ma sœur Teresa Burns. L'examinateur s'est penché vers moi et m'a dit que j'avais échoué. Le polygraphe disait que je mentais. Ah bon? Maintenant, j'étais vraiment un suspect. Croyant que Teresa a été tuée quelques heures avant que Steven appelle le 911, les enquêteurs lui demandent où il se trouvait plus tôt dans la journée. Quand je l'ai interrogé, Steve m'a dit qu'il était au travail chez Burns Rentals, l'entreprise familiale. Il était allé manger au parc vers midi avec sa petite amie de l'époque. Et ensuite, il était retourné travailler. À la fin de sa journée, il était rentré directement et il avait trouvé sa sœur morte. J'ai téléphoné à la petite amie de Steve et elle m'a dit la même chose que lui, qu'ils avaient mangé au parc ce midi-là. En plus, la mère de mon meilleur ami travaillait au restaurant où j'allais régulièrement. Je la voyais tous les jours. Donc, une deuxième personne pouvait certifier que j'étais bien là où je l'affirmais à ce moment précis. Il avait fait exactement ce qu'il m'avait dit. Le test du polygraphe indiquait qu'il mentait. Mais le meurtre de sa sœur était une expérience traumatisante. Et je suppose que les résultats du test étaient le reflet de tout le stress qu'il avait vécu. J'ai finalement conclu que Steve n'était pas impliqué. Ça m'a marqué. Même si je savais que je n'étais pas responsable et que ma famille le savait aussi. Je n'étais en conflit avec personne, mais j'étais furieux contre celui qui avait fait ça. Innocenté, Steve dirige les enquêteurs vers une autre personne d'intérêt. Teresa avait un petit ami qui s'appelait Sean. J'ai senti que Steve n'aimait pas beaucoup Sean. Il était protecteur envers sa sœur cadette. J'étais son grand frère. Je me devais de la défendre. Il n'était pas très fréquentable et je voulais mieux pour ma sœur. Apparemment, Teresa et Sean s'étaient disputés quelques jours à peine avant le meurtre. Ce n'était pas le premier conflit entre elle et son petit ami. Steve ne connaissait pas la raison de leur dispute. Mais Sean avait dit des choses blessantes à Teresa devant son frère. Et Steve lui avait dit « Ne parle pas comme ça à ma sœur ». On devait prendre le temps de l'interroger. Les crimes passionnels sont normalement des actes émotifs.
Le petit ami de la victime pouvait-il être impliqué? Il fallait le vérifier. Quand une dispute éclate et que les choses tournent mal, c'est un motif valable de meurtre. On a appris que Sean avait été suspendu de l'école. Il était chez lui avec sa mère. Il a dit qu'en arrivant chez elle, Teresa l'avait appelé. Il devait être 11 heures et ils s'étaient parlé environ 30 minutes. Sa mère a confirmé sa présence, mais elle a dit qu'ensuite, il était allé au centre commercial. On s'est dit qu'il savait que Teresa était à la maison ce jour-là. Et il aurait très bien pu passer chez elle. On a parlé aux amis de Sean. Ils nous ont confirmé qu'il était bel et bien allé au centre commercial. Selon eux, son comportement était normal. Et il était effondré quand il a appris que Teresa avait été assassinée. Sa réaction paraissait sincère. On était presque certain qu'il n'était pas impliqué. Sean révèle un détail important sur le dernier jour de Teresa. Il nous a dit que quelqu'un avait sonné à la porte pendant qu'ils étaient au téléphone. Il croyait que c'était très important qu'on le sache. En entendant le carillon de la porte, il avait dit à Teresa d'être prudente. Teresa est allée répondre à la porte. Et elle est revenue dire à Sean que des gens demandaient à utiliser le téléphone. Il lui a dit de ne pas les laisser entrer. Ils ont poursuivi leur conversation quelques minutes, puis le moment est venu pour Teresa de retourner à l'école. Juste comme ils allaient raccrocher, Sean avait de nouveau entendu la sonnette. Il était la dernière personne à avoir parlé à Teresa Burns. Il avait raison, c'était très important. Il fallait maintenant qu'on vérifie son récit. Pendant qu'il examine cette piste, l'enquêteur Whitfield reçoit une autre information. J'ai reçu un appel d'un enquêteur de la Floride, un de mes amis. Il m'a dit « J'ai un gars ici qui pourrait t'intéresser. Il s'appelle Michael Lockhart. Il a tué une fille à Lake Station, Indiana, et maintenant, il est ici. Il est peut-être lié à l'affaire Teresa Burns. » Le plus intriguant à propos du meurtre commis par Michael Lockhart dans le nord de l'Indiana, c'était que la victime, Wendy Gallagher, une fille de 16 ans, avait aussi été tuée chez elle. Les deux crimes étaient de nature sexuelle. Ils avaient eu lieu dans des villes situées à 1h30 l'une de l'autre par l'Indiana Toll Road. On pouvait aller d'une ville à l'autre rapidement. En cherchant un peu, j'ai découvert que Michael Lockhart était un tueur en série. Les enquêteurs apprennent que Michael Lockhart, un tueur en série, a commis un autre meurtre en Indiana, 3 mois à peine avant la mort de Teresa Burns. Quand les enquêteurs soupçonnent que le coupable est un tueur en série, ils doivent avoir recours à la victimologie pour vérifier si les victimes ont des caractéristiques communes. L'apparence, le sexe, ce genre de choses. Le cas de Wendy et celui de Teresa se ressemblaient, dans leurs grandes lignes du moins. Wendy Gallagher avait été poignardée, ce qui était un peu différent du mode opératoire observé dans le cas de Teresa. Après avoir tué Wendy Gallagher, Lockhart avait commis une série de crimes à travers le pays, dont un vol à main armée, un viol et le meurtre d'une autre adolescente. On a effectué une recherche à l'échelle nationale dans le système NCIC pour vérifier ses allées et venues, son emploi du temps et voir où il se trouvait le 11 janvier 1988. En fin de compte, le jour de la mort de Teresa, il avait commis un crime dans le sud de la Floride.
Avec cette information, on a pu le rayer de notre liste de suspects. Comme Lockhart est en détention et que son emploi du temps a été vérifié, la police doit chercher ailleurs. Toutes les enquêtes pour meurtre sont un processus fluide. On interroge de nombreuses personnes pour tenter de trouver des explications plausibles. Qui d'autre est impliqué? Qui pourrais-je interroger? On cherche des gens à qui parler, parce qu'on ne sait jamais d'où viendra la prochaine piste. Et ils se mettent à la recherche du mystérieux visiteur de Teresa. On a frappé à la porte de tous les voisins de Teresa. Une voisine nous a dit qu'elle avait vu un jeune homme chez elle le jour du meurtre. Elle avait vu quelqu'un marcher jusqu'à la porte, et évidemment, ça a éveillé notre intérêt. La voisine avait vu un homme entrer chez Teresa vers 11 h, soit au moment où Sean, le petit ami de Teresa, avait entendu la sonnette. Si ça avait été un inconnu, elle ne l'aurait sans doute pas laissé entrer. Elle devait donc le connaître. On lui a demandé une description générale du suspect pour faire un portrait robot. Elle l'a décrit comme un homme de moyenne stature, aux cheveux froncés et âgé d'une vingtaine d'années. Le portrait robot ne ressemblait à personne qu'on connaissait. Personne dans la famille ne savait qui ça pouvait être. On a diffusé le portrait robot publiquement. Mais l'image n'était pas assez spécifique. Elle ressemblait à tout le monde et à personne à la fois. C'était frustrant. Les médias étaient très intéressés par cette affaire. Une jeune fille de 16 ans, étudiante au secondaire, assassinée dans sa maison. Mishawaka était une communauté très pure à l'époque. Et tout le monde souhaitait que ce drame soit élucidé. La pression était forte pour nous. J'avais 2 filles de 8 et 10 ans, et je me demandais comment j'aurais réagi si c'était arrivé à l'une d'elles. Je devais tout faire pour trouver le coupable et le traduire en justice. Un mois après le meurtre, l'enquêteur Whitfield obtient une nouvelle piste. On m'a informé qu'une arme RG avait été déposée au service de police de Mishawaka. L'homme qui l'avait apporté se nommait Les Snyder. Il affirmait avoir trouvé ce revolver et il voulait nous le remettre. J'ai examiné l'arme. Sa tige d'éjection était absente. Et je me suis dit, c'est l'arme du crime. L'homme a dit qu'il avait trouvé le revolver dans les buissons près de chez lui. Mais il y avait un détail curieux. Il ne présentait aucune trace de rouille. Quand on reçoit des armes qui ont été exposées aux éléments, normalement, elles sont corrodées ou même rouillées. Cette arme ne se trouvait pas dehors, elle était ailleurs. C'est à ce moment qu'on s'est dit, là, on est sur une piste. Comme le revolver était un élément de preuve important, on l'a envoyé au laboratoire du FBI pour le faire analyser. En me renseignant sur M. Snyder, j'ai découvert qu'il avait un beau-fils, Phil Jeans, qui avait 17 ans à l'époque. On savait que le suspect qui était entré chez Teresa ce jour-là avait autour de 20 ans. Phil Jeans avait un dossier d'infraction pour usage de drogue. Il avait aussi commis un cambriolage. Il était reconnu pour être agressif. Il semait souvent le chaos. C'était une brute. L'enquêteur Whitfield convoque Les Snyder pour l'interroger.
Il a dit que sa femme lui avait demandé de se débarrasser du fusil. Elle l'avait trouvé sous le matelas de Phil dans sa chambre. Les Snyder ne nous avait pas dit toute la vérité au moment où il nous avait apporté l'arme, et c'était un détail révélateur. Il soupçonnait peut-être qu'elle avait été utilisée, et il ne voulait pas être mêlé à cette affaire. Il cherche un lien entre Phil Jeans et Teresa. J'ai abordé de nombreux jeunes de 16 ans à l'école. Ils m'ont paru inquiets. Mais j'ai fini par apprendre que Phil fréquentait la meilleure amie de Teresa Burns. On était très étonnés. On ne savait pas du tout que l'ami de Teresa sortait avec Phil à l'époque. Teresa n'était pas particulièrement proche de Jeans. Elle était seulement en contact avec lui parce que son ami le fréquentait. Personne ne nous avait laissé entendre qu'ils étaient amis. J'ai réussi à savoir que Phil était déjà allé chez Teresa. Il savait où elle habitait, mais pour quelle raison il aurait tiré sur elle avec ce revolver? Ce n'était pas clair. On avait en main l'arme qui avait servi à commettre le meurtre, et je savais que Phil Jeans avait eu cette arme en sa possession. Je devais maintenant découvrir si Phil Jeans figurait sur la ligne du temps de Teresa. La première fois que j'ai parlé à Phil, il était avec ses parents. Je l'ai trouvé prétentieux et arrogant. Il m'a dit qu'au moment du meurtre, il vivait à Fort Wayne, en Indiana, à 150 km de Mishawaka. Il a dit qu'il travaillait dans un restaurant là-bas et qu'il habitait avec son frère. Si c'était vrai, il n'aurait pas pu tuer Teresa. J'ai communiqué avec son employeur et j'ai appris qu'il avait démissionné une semaine avant le meurtre. J'ai également parlé à son frère. Il m'a dit que Phil avait quitté Fort Wayne pour retourner à Mishawaka. L'histoire qu'il nous avait racontée était fausse. Alors qu'ils insistent pour connaître la vérité, Jeans leur donne un autre nom, James Lewis. Jeans et James Lewis étaient de bons amis. Ils dormaient souvent l'un chez l'autre. Ils étaient toujours ensemble. On a appris que Phil conservait le revolver chez lui, mais qu'il le prêtait parfois à son ami James. Il se l'échangeait, en quelque sorte. Il fallait qu'on en sache plus sur ce James Lewis. Ni ma mère, ni mes sœurs, ni personne dans la famille ne savait qui était James Lewis. On n'avait jamais entendu ce nom. Et on se demandait si ça pouvait être lui, le tueur. Tout le monde est maintenant au courant de l'intérêt de la police envers Jeans et Lewis. Il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient. Tout le monde avait sa version des événements, et ces histoires ont fini par être perçues comme des faits. Quand un meurtre est commis dans une petite ville, les gens en parlent. Il faut tendre l'oreille et trouver une façon d'utiliser cette information. J'ai entendu dire que James Lewis aurait menacé sa petite amie de la tuer comme il avait tué Teresa. Les policiers ont deux suspects dans le meurtre de Teresa Burns, Phil Jeans et James Lewis. Mais ils doivent déterminer qui a appuyé sur la gâchette. On croyait avoir trouvé l'arme du crime. Deux personnes qui connaissaient Teresa Burns. Lewis. Mais ils doivent déterminer qui a appuyé sur la gâchette.
On croyait avoir trouvé l'arme du crime. 2 personnes qui connaissaient Teresa Burns l'avaient eue en leur possession. Mais la menace de mort que Lewis aurait proférée à sa petite amie le pousse sous les projecteurs. James Lewis était un jeune difficile. Il avait admis qu'il connaissait l'existence du revolver. Mais il a dit qu'il l'avait utilisé une seule fois, dans une carrière où il s'était amusé à tirer sur des cibles. On a vérifié ce qu'il avait fait ce jour-là. Il avait un nouvel emploi. Les enquêteurs rencontrent son employeur pour vérifier ses heures de travail. L'alibi de James Lewis n'était pas infaillible. Les dates ne concordaient pas parfaitement. J'ai insisté pour qu'il me dise ce qu'il savait du meurtre de Teresa Burns. Et il s'est fâché. Sa lèvre du bas tremblait. Il m'a dit « Je n'ai pas tué Teresa Burns. Vous ne trouverez pas de preuves, ce n'était pas moi. » Alors il s'est levé et il est parti. Quand quelqu'un interrompt son interrogatoire, ça ne joue pas en sa faveur. On ne pouvait pas le rayer des suspects. Et ça rendait notre tâche encore plus complexe. La police ne sait toujours pas qui, de Lewis ou de Jeans, avait appuyé sur la gâchette. Il fallait enquêter davantage sur les 2 jeunes pour déterminer qui avait le revolver, s'ils avaient agi ensemble ou séparément, et qui tenait l'arme au moment où Teresa Burns avait été tuée. Les 2 hommes nient leur implication, mais les résultats de l'analyse balistique de leur arme partagée arrivent enfin. Les résultats n'étaient pas concluants. L'inspecteur n'a pas pu confirmer que c'était l'arme du crime. Une analyse balistique qui n'est pas concluante signifie qu'il n'y a pas suffisamment de marques sur les balles ou sur les douilles pour que l'inspecteur puisse déterminer de quelle arme elles proviennent. On était très déçus. C'était l'un des moments sombres de notre enquête. Je croyais détenir l'arme du crime, mais ce n'était plus le cas. Sans cette preuve cruciale, l'enquête commence à stagner. Avec le temps, le public s'était désintéressé de cette affaire. On poursuivait notre travail en coulisses, mais après un moment, on n'avait malheureusement plus rien. On voulait des réponses. Il ne se passait rien et c'était de plus en plus frustrant. À ce stade, on n'avait plus beaucoup d'espoir. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est frustrant de passer tout ce temps sur une affaire comme celle-ci sans parvenir à la résoudre. On avait consacré beaucoup de temps et d'efforts à cette enquête. Mais ce qui m'importait surtout, c'était d'obtenir justice pour Teresa Burns. Et je n'y arrivais pas. J'ai travaillé sur cette affaire pendant 14 ans, jusqu'à ma retraite. Et à ce moment, j'ai dû laisser tomber. Mais j'avais dit à l'équipe responsable des homicides qu'on était à 2 doigts d'élucider ce meurtre. On y était presque, il ne manquait pas grand-chose. 22 ans après le meurtre, l'affaire est confiée au commandant Tim Corbett. Quand on reprend une affaire non résolue, on doit revenir à la case départ. On était en 2010. La famille de Teresa se couchait chaque soir et se réveillait le lendemain en sachant que le tueur vivait sa vie tranquillement. Parfois, les réponses sont là. Il faut juste les approfondir un peu. D'autres fois, on doit recommencer du début en posant un regard neuf sur les faits. L'enquêteur Corbett retrouve James Lewis. Maintenant adulte, il vit une vie exemplaire. Quand on enquête sur un crime commis 20 ans plus tôt, la vérité revient plus facilement en mémoire que les mensonges.
Quand James avait menacé sa petite amie de la tuer, comme il avait tué Teresa Burns, apparemment ça ne voulait rien dire. Les gens disent des choses stupides pendant une dispute, sur le coup de l'émotion. À mon avis, James avait eu mauvaise presse. Les gens le croyaient responsable du meurtre, mais je sentais qu'il disait la vérité. En revanche, Phil Jeans s'était monté une feuille de route impressionnante, comprenant des condamnations pour vol, violence familiale et voies de fait. Phil est plutôt bavard. 20 ans plus tard, on a trouvé des gens à qui il avait fait des confidences. On a appris qu'il avait voulu vendre le revolver quelques jours après l'homicide. Et il avait dit à l'acheteur potentiel que l'arme avait servi à commettre un crime. Jeans ne s'était pas arrêté là. J'ai parlé à plusieurs femmes qui connaissaient Phil Jeans. On a appris qu'il avait décrit à l'une de ses petites amies ce qu'il allait lui faire, en des termes très explicites que je ne vous répéterai pas. Je vais te tuer comme Teresa. Il n'a pas dit « je vais te faire tuer par le meurtrier de Teresa ». Il parlait à la première personne. Tout pointait dans la direction de Jeans. 24 ans ont passé depuis le meurtre de Teresa Burns. Les enquêteurs qui ont repris l'affaire croient maintenant savoir qui l'a tué, mais ils doivent le prouver. Phil était celui qu'on avait vu le plus souvent avec le revolver. Il se vantait de ce qui s'était passé. Il lançait des menaces à tout vent. Il était notre cible principale. On n'avait plus qu'à démonter sa version des faits. La technologie a évolué depuis 1988. Les microscopes sont plus puissants et les méthodes de travail ont changé. La police décide d'analyser de nouveau le principal élément de preuve. En 2012, on m'a apporté la tige d'éjection, le revolver et 4 fragments de balles pour que je les examine. Les enquêteurs espèrent que la technologie moderne les aidera à épingler Phil Jeans. J'en ai conclu que les 4 fragments de balles provenaient de l'arme que j'avais entre les mains. Enfin, la police de Mishawaka a suffisamment de preuves pour obtenir un mandat d'arrestation. Tim Corbett m'a téléphoné pour me dire qu'ils allaient arrêter Phil Jeans et il m'a invité à les accompagner. J'avais des sentiments mitigés en les voyant lui passer les menottes. J'aurais aimé que ce moment arrive plus tôt, mais j'étais content qu'on l'arrête enfin pour ce qu'il avait fait. Il nous avait fallu 20 ans pour en arriver là. Maintenant, on devait s'assurer d'aller jusqu'au bout et de le faire emprisonner pour aussi longtemps qu'il le méritait. La ligne du temps décrivant avec précision les événements survenus au cours des 24 dernières heures de la vie de Teresa est l'élément crucial. Emprisonné pour aussi longtemps qu'il le méritait. La ligne du temps décrivant avec précision les événements survenus au cours des 24 dernières heures de la vie de Teresa est l'élément crucial. Le 11 janvier 1988, Teresa Burns s'est rendue à l'école comme d'habitude. Dans la matinée, elle a dû retourner chez elle pour se changer. Elle a pris l'autobus de ville. En arrivant à son domicile vers 10h30, elle a téléphoné à Sean, son petit ami. Pendant qu'elle lui parlait, quelqu'un a sonné à la porte. C'était Phil Jeans. Phil est entré dans la maison. Je crois qu'au départ, il avait un but. Il voulait l'agresser sexuellement.
Phil est un individu dominant. Quand sa victime ne coopère pas, il s'en remet à la violence. Ce jour-là, c'était le chaos dans l'esprit de Phil. Et Teresa était une battante. Elle n'était pas du genre à s'étendre les jambes écartées et à se laisser faire. Phil a donc appuyé sur la gâchette. Et il a tué Teresa Burns. Au terme d'un procès de 5 jours, Phil Jeans est reconnu coupable du meurtre et condamné à la sentence maximale. 60 ans. Phil Jeans est exactement là où il mérite d'être. Il nous a aidés à le mettre derrière les barreaux. Merci, Phil. C'était un moment doux et amer, parce que les parents de Teresa étaient décédés. Ils n'ont pas pu être présents. Moi, j'étais content, mais ça n'efface pas ce que la famille a traversé. Ils ont attendu trop longtemps le dénouement de cette affaire. On a attendu 27 ans avant que cet homme paie enfin pour ce qu'il avait fait. Malheureusement, il y a tant de gens qui vivent la même chose que nous. Ils ont perdu un être cher. Ils n'arrivent pas à obtenir de réponse et ils n'osent plus espérer. Je veux leur dire de ne jamais perdre espoir. Ma mère ne voulait surtout pas qu'on oublie ma sœur. Elle voulait qu'on se souvienne de sa fille. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Je veux te dire, maman, je fais tout pour que personne n'oublie Teresa.